Je suis revenue à la conscience sur un sol de salle de bal en marbre, des lumières tournant au-dessus de moi comme des étoiles brisées. Mes oreilles sonnaient, ma bouche avait le goût de centimes. Quelque part près, le verre cliquetait. Une femme a crié et mon nom a résonné comme s'il ne m'appartenait plus. Quand j'ai tourné la tête, la douleur a explosé et c'est là que je l'ai vue. Une lourde pièce maîtresse en laiton roulant sur le sol, couverte de sang. Mon père s'était figé, la poitrine soulevée. 2 minutes plus tôt, j'étais restée calme, refusant une seule demande. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai menacé personne. J'ai juste dit non. Et le mot a débloqué l'enfer. J'ai besoin de revenir en arrière parce que rien de ce qui s'est passé cette nuit-là n'a de sens à moins que tu comprennes qui j'étais avant d'entrer dans cette salle de bal. Je m'appelle Cheryl. J'ai 30 ans et je travaille dans la construction. Ce ne sont pas les gens aimables et glamour qui aiment se vanter lors des dîners, le genre où vos mains restent rugueuses, peu importe la quantité de lotion que vous utilisez. Le genre où vous mesurez 2 fois, coupez une fois, et si vous vous trompez, il n'y a personne d'autre à blâmer que vous-même. Les gens sont souvent surpris quand ils entendent cela. C'est peut-être parce que je ne ressemble pas à ce qu'ils attendent. J'ai appris à laisser tomber ça. Je ne construis pas des choses pour impressionner qui que ce soit. Je les construis parce que j'aime savoir que quelque chose sera encore debout longtemps après avoir quitté la pièce. Cet instinct est venu de ma grand-mère. Elle était la seule personne de ma famille à ne jamais considérer le travail acharné comme une phase. J'en sortirais grandie. Quand j'étais plus jeune, elle s'asseyait à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse ébréchée, me regardant dessiner de petits plans d'étage sur des serviettes. Elle hochait la tête lentement et pensivement et disait: Si vous allez construire quelque chose, assurez, vous qu'il peut supporter du poids. Quand elle est décédée, elle m'a laissé un petit lopin de terre à l'extérieur de la ville. Rien d'extraordinaire. Sol inégal, arbres broussailleux, le genre d'endroit que tout le monde a rejeté sans un second regard. Mes parents ils l'appelaient impraticable, un mal de tête, un gaspillage. J'ai vu une fondation. Pendant des années, j'ai travaillé des jours et construit des nuits et des week-ends. J'ai appris où chaque fil passait. Je savais quel plancher craquait parce que je l'avais cloué moi-même. Quand l'argent était serré, je mangeais bon marché et continuais. Quand j'ai été blessée, je me suis scotchée et j'ai fini le travail. Ma famille n'a jamais visité le site, pas une seule fois. Pour eux, ma valeur réelle a toujours été mesurée par rapport à ma sœur cadette, Mélissa. Elle était plus douce, plus bruyante, avait toujours besoin d'être sauvée. Mes parents tournaient autour d'elle comme la gravité l'exigeait. J'ai appris très tôt qu'être fiable signifiait être invisible. Ainsi, lorsque Mélissa a annoncé son mariage, tout le monde l'a appelé un nouveau départ, une célébration, une raison pour que toute la famille se réunisse enfin. J'aurais dû savoir mieux parce que les familles comme la mienne ne se réunissent pas pour la joie. Ils se réunissent quand ils veulent quelque chose. Le mariage a eu lieu dans l'un de ces lieux du centre-ville qui a l'air mieux sur les photos que dans la vraie vie. Haut plafond, drap blanc, trop de miroirs, tout poli, tout cher, tout conçu pour être parfait de l'extérieur. Je suis arrivée seule et je l'ai immédiatement senti. Ce changement silencieux dans la pièce, la façon dont les gens regardaient mes chaussures. Mes mains ont alors détourné le regard une seconde trop vite. J'ai trouvé mon nom sur une carte de place et l'ai suivi jusqu'à une table près du bord de la salle de bal. Pas terrible, mais pas proche non plus. Assez loin pour que je ne puisse pas voir clairement la table d'honneur sans me pencher. Mélissa, bien sûr, rayonnait. Elle flottait dans la pièce comme si elle était née pour ça. Robe ajustée juste comme il faut, rire emportant. Mes parents la suivaient de partout, ajustant les détails, saluant les invités, s'assurant que tout le monde voyait ce qu'ils avaient élevé. Personne ne m'a présenté comme quoi que ce soit. Quand les gens ont demandé ce que j'avais fait, ma mère a souri fermement et a dit: Oh, Cheryl est très pratique, comme si c'était une bizarrerie de personnalité au lieu d'une carrière. Une tante éloignée s'est penchée une fois et a chuchoté: Cela doit être fatigant, comme si construire quelque chose de réel était une condition malheureuse. Je suis restée polie. Je l'ai toujours fait. Le dîner n'avait même pas été servi quand mon père est apparu à mes côtés. Richard ne s'est pas assis. Il se tenait trop près, une main sur le dossier de ma chaise, comme s'il testait sa stabilité. Bonne participation, a-t-il déclaré en balayant la pièce. Grande soirée pour la famille? Ça l'est, répondis-je. Ma mère le rejoignit quelques instants plus tard, son sourire déjà posé. Hélène avait ce ton prêt, celui qu'elle utilisait lorsqu'une conversation était censée sembler amicale, mais ne l'était pas. Nous devons parler, dit-elle. Juste 1 minute.
C'est là que je l'ai ressenti. La pression, comme une main pressée entre mes épaules. Ils n'ont pas demandé comment j'allais. Ils n'ont pas mentionné mon travail. Ils sont allés droit au but. Mélissa commence un nouveau chapitre, a dit mon père. Elle a besoin de stabilité. Hélène hocha la tête. Une maison, quelque chose de solide, et vous en avez déjà une. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu la punchline. Il y a une solution simple, a-t-elle poursuivi. Vous lui transférez la maison juste sur papier, une chose symbolique. Elle et son fiancé s'en occuperont. Mon estomac se serra. J'ai posé une question. Qu'est-ce qui m'arrive? Ils échangèrent un regard, le genre qui disait que la réponse n'avait pas d'importance. Tu es célibataire. Mon père a dit, tu n'as pas besoin de tout cet espace. Tu peux trouver autre chose. C'était le moment où quelque chose a bougé en moi tranquillement, de façon permanente. Il ne demandait pas. Il se réaffectait. J'ai regardé ma sœur de l'autre côté de la pièce en riant. Mes parents brillaient à côté d'elle et j'ai compris la vérité que j'avais évitée pendant des années. Pour eux, ma maison n'était pas le travail de ma vie. C'était une ressource et on s'attendait à ce que je la remette sans plainte. Je n'avais pas encore dit non, mais pour la première fois, je savais que j'allais le faire. Ils ne m'ont pas laissé le temps de respirer après ça. Mon père se pencha plus près, sa voix se serrant avec certitude. « Tu feras la bonne chose, » a-t-il dit. « Tu le fais toujours. » Ma mère hocha la tête, les yeux brillants de cette manière pratiquée qui ressemblait à de l'inquiétude, mais ressemblait à de la pression. « Pense à ta sœur, » a-t-elle ajouté. « C'est la famille. Tu ne veux pas être celui qui gâche sa journée. » Le mot « ruine » a atterri dur. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Des verres en cristal, des fleurs blanches, des invités souriants, riant, ignorant complètement que ma vie était négociée comme un élément de ligne sur une feuille de calcul. J'ai pensé aux nuits où j'ai dormi dans ma voiture pour économiser de l'argent. Les éclats, les bleus, la fierté tranquille de verrouiller ma propre porte d'entrée pour la première fois. Je les ai regardés en arrière. Je ne transfère pas ma maison, ai-je dit. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas dramatique, juste régulier. Le sourire de ma mère s'est fissuré en premier. « Ne sois pas difficile, » murmura-t-elle. « Nous vous demandons de nous aider. » La mâchoire de mon père se serra. « Tu es égoïste. »« Non, » ai-je répondu. « Je suis claire. » C'est alors que la température a chuté. « Vous n'auriez même pas cet endroit sans cette famille, » a-t-il dit. « Tout ce que vous avez remonte à nous. » J'ai senti quelque chose à l'intérieur de ma poitrine se durcir. La terre venait de grand-mère, ai-je dit. La maison venait de moi. Les gens à proximité avaient commencé à remarquer. Chaise déplacée. La conversation ralentit. Ma sœur était toujours sur la piste de danse, inconsciente ou faisant semblant de l'être. La voix d'Hélène s'aiguisa. « Si vous vous éloignez de cela, » dit-elle, « ne vous attendez pas à ce que les choses restent les mêmes. » J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Vacances, anniversaire, l'illusion d'appartenance. Je me suis levée. « Je ne vais pas donner ma maison, » ai-je dit. « Pas aujourd'hui, jamais. » Le silence qui suivit fut absolu. J'ai pris mon sac et je me suis retournée pour partir. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était étrange que personne n'ait essayé de m'arrêter. Comme je me sentais calme en me choisissant finalement. J'ai fait 2 pas. Puis j'ai entendu un mouvement derrière moi. Rapide, lourd. Je me suis retournée juste assez pour voir le visage de mon père se tordre. Quelque chose de brut et de furieux brisant le masque qu'il portait en public. Sa main se referma autour de la pièce maîtresse en laiton de la table. Il n'y avait aucun avertissement, aucun cri, juste le bruit du métal coupant l'air. Et puis tout est devenu blanc. Je suis revenue en morceaux. Sonner d'abord, une sonnerie forte et inégale qui ne s'arrêterait pas comme un détecteur de fumée piégé à l'intérieur de mon crâne. Puis léger, trop brillant, trop blanc. Mes yeux s'ouvrirent et se fermèrent en luttant contre cela. Mon corps se sentait distant, comme s'il flottait quelque part, juste au-dessus du sol. Le sol. J'ai réalisé que je ne me tenais plus debout, marbre froid pressé contre ma joue. Mon épaule a brûlé là où elle avait frappé en premier. Quand j'ai essayé de bouger, la nausée a augmenté si vite que j'ai dû geler ma respiration. Quelque part à proximité, une femme a crié mon nom. Quelqu'un d'autre a crié pour la sécurité. J'ai goûté au fer et je savais sans toucher mon visage que je saignais. J'ai roulé ma tête d'1 pouce sur le côté. C'est là que je l'ai vue. La pièce maîtresse en laiton reposait sur le côté à quelques mètres de distance, un bord incurvé maculé de noir. C'était plus lourd qu'il n'y paraissait, le genre d'objet décoratif destiné à signaler la richesse et non à être utilisé comme une arme. Il brillait sous les lumières de la salle de bal, complètement déplacé sur le sol, comme un mensonge qui était finalement tombé.
Mon père était toujours debout. La poitrine de Richard se souleva et tomba fort, ses yeux écarquillés, flous. Pendant une fraction de seconde, il eut l'air presque confus, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'il venait de faire. Puis son regard s'est arrêté sur moi et toutes les hésitations qui s'y trouvaient ont disparu. « Tu ne t'éloignes pas de moi », a-t-il crié, sa voix traversant le chaos. « Vous ne tournez pas le dos à votre famille. » J'ai essayé de parler. Rien n'est sorti. Une ombre s'est déplacée entre nous. Assez, la voix n'était pas forte, mais elle portait. Daniel. Le fiancé de Mélissa s'avança, se plaçant carrément devant moi. Il n'a pas touché mon père. Il n'a pas levé les mains. Il se tenait juste là, les épaules carrées, la mâchoire serrée, regardant Richard comme s'il était quelque chose de dangereux qu'il fallait contenir. « Éloignez-vous d'elle, » dit Daniel. Mon père se moquait. « Cela ne vous concerne pas. » Daniel n'a pas bougé. C'est le cas maintenant. Des gardes de sécurité se sont précipités, l'un saisissant le bras de mon père, un autre appelant à l'aide par radio. Ma mère planait à proximité, sonnant des mains, le visage tordu, non pas de peur pour moi, mais de panique à propos de la scène en train d'être faite. « Quelqu'un appelle une ambulance !» a crié une voix. Alors qu'il me soulevait sur une civière, la pièce s'est à nouveau brouillée, des lumières de cristal striées au-dessus de la tête. J'ai aperçu Mélissa debout figée près du gâteau, ses mains sur sa bouche, les yeux écarquillés, non pas avec inquiétude, mais avec le choc que tout se déroulait si publiquement. La dernière chose dont je me souviens avant que la porte ne se referme était la voix de Daniel, claire, contrôlée. « Ne la touche pas », a-t-il dit, et cette fois, cela ressemblait à une promesse. J'ai dérivé dedans et dehors pendant que les ambulanciers travaillaient. Ils m'ont demandé mon nom. J'ai répondu. Ils ont demandé ce qui s'était passé. J'ai dit « Mon père m'a frappé ». Le dire à voix haute semblait irréel, comme décrire quelque chose qui était arrivé à quelqu'un d'autre. Au moment où nous sommes arrivés à l'hôpital, l'adrénaline avait brûlé, laissant la douleur derrière nous, une douleur pulsatile profonde qui s'est installée derrière mes yeux et a refusé de lâcher prise. Ils ont cousu la coupure sur ma tête et m'ont dit que j'avais une commotion cérébrale. J'ai regardé les dalles du plafond, comptant les fissures, essayant de ne pas penser au fait que mes parents savaient exactement où j'étais. Le rideau bruissait. J'ai bronché. Mais ce n'était pas eux, c'était Daniel. Il avait l'air d'avoir traversé une tempête. Sa veste de smoking avait disparu. Sa chemise était froissée, une légère tache de sang sur une manchette. Il est resté là une seconde, me regardant comme s'il avait besoin de s'assurer que j'étais réelle. « Je suis désolé, » dit-il doucement. « J'aurais dû intervenir plus tôt. J'ai avalé. Tu en as fait assez. » Il tira une chaise près du lit et s'assit. Ses mains étaient serrées l'une contre l'autre, les jointures blanches. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » a-t-il dit. En fait, il y en a beaucoup. Il a expliqué lentement, soigneusement, comme s'il ne voulait pas me submerger. Au cours des dernières semaines, les choses que ne s'étaient pas arrangées. Mélissa avait été vague au sujet de l'argent. Les paiements, a-t-elle dit, n'étaient pas traités. Les factures sont apparues, puis ont disparu. Il avait engagé quelqu'un pour jeter un coup d'œil juste pour être en sécurité. Ce qu'ils ont trouvé, a-t-il dit, était mauvais. Il m'a parlé de la dette. De grandes quantités de chiffres arrondis qui ont fait tomber mon estomac. Soldes créditeurs empilés les uns sur les autres, paiements manqués, factures mélangées pour les cacher. Et puis il y avait la raison de la maison. « Ils ne vous demandaient pas de l'aider, » dit Daniel d'une voix serrée. « Ils essayaient d'utiliser votre place pour tout couvrir, pour le faire disparaître. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'ils l'étaient. Et ce n'est pas tout, a-t-il poursuivi. Tes parents savaient. Ils l'ont aidé à faire bouger les choses tranquillement. J'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi aller très calme. Je ne l'épouserai pas, a-t-il dit. Je l'ai terminé ce soir. J'ouvris les yeux, rencontrant son regard. Il y avait de la colère, de la déception et autre chose. Soulagement peut-être que la vérité soit enfin sortie. « Tu n'as pas causé ça », ajouta-t-il comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Ils l'ont fait. Le lendemain matin, l'histoire était partout. Les vidéos du mariage s'étaient rapidement répandues. Quelqu'un avait attrapé le moment où mon père s'était balancé. Un autre clip montrait Daniel en train d'intervenir. Tu ne pouvais pas entendre chaque mot, mais tu n'en avais pas besoin. L'image suffisait. Des images de sécurité ont rempli le reste. Dans l'après-midi, j'ai eu 2 appels manqués d'un officier me demandant si je voulais faire une déclaration. Le soir, mon téléphone s'allumait avec des messages de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Certains m'ont demandé si j'allais bien, d'autres m'ont demandé si j'avais envisagé les conséquences.
Les messages de mes parents étaient les plus difficiles. Ma mère m'a supplié de dire que c'était un accident, de leur dire qu'il avait glissé, que tout était arrivé trop vite. Le message de mon père était plus court. Tu m'as poussé? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait la seule chose que je n'avais jamais été autorisée à faire auparavant. Je laisse les professionnels s'en occuper. J'ai fait ma déposition. J'ai remis les images. J'ai dit la vérité clairement, sans fioriture ni excuse. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas demandé vengeance. J'ai juste refusé de mentir. L'enquête a évolué rapidement par la suite. Les preuves étaient claires. Les témoins étaient nombreux. L'histoire sur laquelle mes parents s'étaient toujours appuyés pour que les choses puissent être aplanies, si tout le monde se taisait, s'est finalement effondrée sous le poids de la réalité. Des semaines plus tard, je me suis assis dans une salle d'audience, les mains jointes sur mes genoux, écoutant les faits exposés. La pièce maîtresse en laiton a été déposée en preuve. Les vidéos ont été lues. Les dossiers financiers ont été référencés, sans détails dramatiques, juste assez pour montrer le motif. Mon père ne m'a pas regardé une seule fois. Lorsque la juge a parlé, ses paroles étaient calmes et précises. Elle a parlé de la responsabilité, des limites, du fait qu'être parent n'accordait pas à quelqu'un la propriété de la vie d'un autre adulte. La décision n'était pas explosive. Il n'y avait pas de halètement, pas d'acclamation, juste des conséquences. Et d'une certaine manière, cela semblait encore plus puissant. Alors que nous quittions la salle d'audience, Daniel a attiré mon attention de l'autre côté de la pièce. Il m'a fait un petit signe de tête. Pas de célébration, juste respectueux. Pour la première fois depuis cette nuit-là, j'ai senti mes épaules baisser. Le combat était terminé, mais le silence qui a suivi était plus fort que tout ce qui avait précédé. Les semaines qui ont suivi l'audience se sont déroulées tranquillement d'une manière qui semblait inconnue, mais bienvenue. Le monde de mon père s'est rétréci rapidement. Le travail autour duquel il avait construit son identité avait disparu. Les portes ont cessé de s'ouvrir. Les invitations se sont tariées. Ma mère a essayé de tout tenir ensemble avec des excuses qui n'ont jamais tout à fait atteint la responsabilité. Mélissa a disparu de ma vie, se retirant complètement dans un silence qui parlait plus fort que n'importe quelle excuse qu'elle ait jamais donnée. Je me suis concentrée sur la guérison. La commotion s'est estompée lentement. Certains matins, la lumière faisait encore mal. Certaines nuits, le souvenir revenait vif et sans y être invité. Mais chaque jour, je me réveillais dans ma propre maison, celle que j'avais construite, celle que personne ne pouvait plus me prendre. Henry vérifiait souvent. Il n'a jamais demandé de détails. Il est juste arrivé avec de l'épicerie, des outils ou une compagnie tranquille. Un après-midi, debout sur le pont arrière, il a dit « Tu as déjà fait le plus dur. Tu as tenu bon. La partie juridique s'est déroulée proprement. Pas de drame, pas d'affaires en coulisses, juste une trace écrite, une décision et une ligne tracée là où on n'en avait jamais existé auparavant. Pour la première fois, je n'attendais pas la prochaine demande. Je ne me préparais pas à la déception. Je vivais simplement à l'intérieur d'une vie qui ressemblait enfin à la mienne. Et cette pièce, j'ai appris, est à quoi ressemble la vraie justice quand le bruit s'estompe. Un an plus tard, je m'assois sur mes marches arrière au crépuscule, regardant la lumière s'installer dans les murs que j'ai construits de mes propres mains. La maison est calme. Pas d'exigence, pas de culpabilité, juste de l'espace pour respirer. Je n'ai pas perdu de famille cette nuit-là. J'ai trouvé mes limites et j'ai appris que l'amour ne vous demande pas de disparaître pour que quelqu'un d'autre puisse se tenir plus grand. Si vous avez déjà dû vous protéger des personnes qui étaient censées vous protéger, partagez votre histoire ci-dessous et cliquez sur « S'abonner pour ne pas manquer la prochaine ».